Je veux dire, on lui a repassé le mistigris à la puissance publique, comme d'habitude. Et le plus drôle est que la finance privée, qui n'a même pas la reconnaissance du ventre, après avoir été rescapée de ses propres turpitudes par les États, est en train de tomber sur le dos des États en question au motif que non, c'est pas sérieux. Pendant s'endetter dans des proportions pareilles, vous comprenez bien qu'il va falloir mettre un terme à tout ça. Et là, on en est là. Il suffit de regarder dans la presse anglo-saxonne, c'est très très impressionnant. The Economist, par exemple, qui est quand même la référence en matière de diffusion de la pensée libérale, est en train de sortir de sa phase honteuse à l'occasion de laquelle il avait bien cru que son cher capitalisme allait être englouti dans le fracas. Et depuis 3 mois environ, il n'y a pas un numéro de The Economist qui ne nous gratifie d'un dossier sur les finances publiques. Et les uns sont tous plus effrayants que les autres. C'est-à-dire, on prend tous les pays en revue, les uns après les autres. Regardez l'état du budget du Royaume-Uni. Mon Dieu, c'est effrayant. Regardez les États-Unis. Puis alors après, on prend les cas les plus croustillants. La Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, etc. Mon Dieu, est-ce que c'est pas épouvantable? Donc vous avez compris. On avait fait la même chose en 83, au moment du tournant de la rigueur. Non, mais c'est vraiment la comparaison historique pertinente. Parce que il faut se souvenir qu'en 1983, au plus fort du déséquilibre budgétaire, de la relance échouée, etc., le déficit public de la France avait atteint, tenez-vous bien, 3,2% du PIB, c'est-à-dire presque l'équivalent des clous de Maastricht. Et à l'époque, ça n'avait empêché personne de hurler à la banqueroute de l'État, la faillite de la France, la décadence, la régression et tout ce que vous voulez. Mais les 3,2% de déficit, mais écoutez, on pleurerait pour les avoir aujourd'hui. Ce qui signifie par parenthèse... On est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est entre 8 et 9. Mais on n'est pas les gagnants de la course. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous. Et pas... Vous voyez, il y a cette espèce de racisme déboutonné de salle de marché qui a conduit à regrouper les pays à problème sous l'appellation de PIGS, les ports. Donc c'est Portugal, Irlande, Greece and Spain. Et l'idée, qu'est-ce que c'est que vraiment, les ports, c'est méditerranéen, vous comprenez. C'est des gens indolents, faut pas leur demander le sérieux de la gestion en prime. Ils ont le soleil, c'est déjà bien suffisant, et ils ne font que des conneries. Vous voyez l'évolution de l'esprit public, d'ailleurs, à 10 ans d'intervalle. C'est que au moment de l'entrée dans la construction monétaire européenne, les Allemands se plaignaient du Club Med. Bon, maintenant on les appelle les cochons. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup progressé, tout de même. Alors évidemment, il y a l'Irlande qui fait tâche, dans le paysage. C'est pas des bronzés, les Irlandais, c'est plutôt des rouquins, Bon, mais on les substitue sur simple demande par les Italiens. Et là, l'homogénéité ethnique est rétablie et l'ordre du monde avec. Bon, voilà. Alors, ces pays qu'on appelle les pigs, malheureusement, vont bientôt être dépassés par la race des seigneurs, parce que du côté du Royaume-Uni et des États-Unis, je ne parle même pas du Japon, ça va sacrément mal également. Les mouches ont changé d'âne, donc ça ne tournoie plus autour des banques sur le point de s'écrouler, puisque les banques ont été sauvées. Ça tournoie autour des États dont les dettes sont réputées devenir insoutenables, et insoutenables pour avoir eu la bêtise de s'être portés au secours de la finance privée. Frédéric Lordon, en quoi est-ce que ça a une incidence sur nos vies? Alors, ça a une incidence sur nos vies et ça risque d'en avoir une et sacrément méchante dans les années qui s'annoncent. Parce que la dette publique et les déficits ont atteint des niveaux tels que tout le monde les juge insoutenables et que, par conséquent, on voit se multiplier les messages et les exhortations à réduire tout ça. Seulement voilà le problème, c'est lorsque vous avez des déficits qui atteignent des niveaux de l'ordre de 10 ou à 12 ou même 14 points de PIB, de produit intérieur brut, comme c'est le cas de la Grande-Bretagne par exemple, et qu'on annonce qu'il va falloir revenir dans les clous à 3%, voire à l'équilibre, on se doute bien que la potion va être sacrément difficile à avaler. Pour qui La potion, alors vraiment pour les contribuables et pour les citoyens qui vont casquer deux fois en quelque sorte. C'est-à-dire que comme contribuables, ils auront droit à quelques hausses d'impôts et surtout comme citoyens usagers, ils auront droit à des coupes monumentales dans les budgets publics. Donc la chose... C'est-à-dire santé, enseignement... Absolument, etc. santé, enseignement, prestations de toutes sortes. C'est ça la chose qui est tout à fait impressionnante, si vous voulez, c'est que cette crise monumentale, qui est quand même le produit direct de toutes les déréglementations, j'allais dire de tous les dérèglements, inspirés par l'idéologie néolibérale, est en train de créer une situation qui justifie non pas la disqualification de cette idéologie, mais son approfondissement, et à un degré qu'on n'a encore jamais vu. Encore une fois, parce que la réduction de déficit qui est devant nous est d'un ordre de grandeur tel que nous n'aurons pas droit à l'un de ces plans de rigueur successifs tels que nous les avons connus dans les dernières décennies et qui, comparativement, vont nous sembler d'une extrême douceur et parfaitement aimables. Donc, ce qui est en train de s'annoncer, justifié, et on pourra mettre toutes les paires de guillemets qu'on veut
autour de se justifier. Justifié par les niveaux de déficit et de dette qui ont été créés par les déséquilibres de la finance privée, ce qui est en train de s'annoncer est une entreprise de démantèlement de l'État et de l'État social à une échelle encore jamais vue. Voilà. Alors, vous voyez, vous connaissez la thèse de Naomi Klein sur la stratégie du choc. Je la rappelle en 2 mots. L'idée de Naomi Klein, c'est que le néolibéralisme n'a jamais si bien progressé qu'à la faveur de grands chocs. Alors, soit des catastrophes climatiques, sismiques, naturelles, etc., soit des chocs politiques, un putsch, une contre-révolution, ce que vous voulez. Des avions qui rentrent dans des tours. Par exemple, à partir de quoi l'agenda néolibéral embrayait et se déployait comme à la parade. J'ai bien l'impression que la situation actuelle pourrait finir par donner raison à Naomi Klein. C'est-à-dire, c'est un choc qui a été créé par les déséquilibres même du libéralisme et qui justifie, assez paradoxalement tout de même, son propre approfondissement. Et là, je vais vous dire, chapeau. C'est presque beau. Le néolibéralisme devrait sortir intellectuellement en charpie de cet événement. Et le voilà requinqué, renaissant de ses cendres tel le phénix et qui repart à l'assaut avec une énergie qu'on ne lui avait jamais vue. Frédéric Lordon a décidé d'en finir avec la bourse. Pourquoi faut-il fermer la bourse ? Alors, il n'y a pas de lien entre l'idée de fermer la bourse et ce qui précède. Parce que précisément, on en revient à la distinction des 2 finances dont je parlais tout à l'heure. Et tout ce que je viens de raconter jusqu'ici avait trait à la première finance. La finance des marchés spéculatifs, des marchés de produits dérivés, avec toutes leurs conséquences telles que c'est en train de baver sur les dettes publiques, etc. Bon. La bourse, au sens strict du terme, ça ne désigne que les marchés d'actions. Donc ça a à voir avec la finance actionnariale, qui, elle, au premier abord, n'est pas en cause dans la crise financière présente. Ça ne veut pas dire que cette finance actionnariale soit plus supportable pour autant, parce que, si vous voulez, cette finance actionnariale-là, elle produit ses effets au quotidien. Elle use dans le long terme.